Donc ce soir, je voulais vous présenter un petit top 5 exhaustif du coup, puisque c'est un top 5 de mes films français favoris. Oui, je sais, là, vous avez déjà vu l'affiche, donc vous savez de quel je vais parler. On va aller de numéro 5 au numéro 4, et ensuite je vous parlerai des mentions spéciales. Bonne soirée et repose-toi bien, bisous sorcière. Et donc, pour le numéro 5, ça va être sans surprise que je vais vous parler d'un film dont je vous parle régulièrement. Voilà. Pour diverses raisons, et vous allez voir pourquoi très vite. C'est La Traversée de Paris. Voilà. Vous l'avez très certainement tous vu. Ceux d'entre vous qui l'ont vu enfant se rappellent peut-être d'un film avec des mèmes, des punchlines, comme on dit maintenant, qui reviennent systématiquement dans les séquences des spectateurs et d'autres pots pourris du cinéma français. Mais pour moi, c'est tout autre chose. Pour moi, c'est déjà une adaptation d'une nouvelle de Marcel Aimé, qui, vous le savez, est mon écrivain, un de mes écrivains français préférés. Allez, on va dire un de mes écrivains français préférés. Je vous en parlerai de l'autre plus tard. Et il y a dans la prose de Marcel Aimé, qui a beaucoup écrit sur la guerre, sur la dernière guerre, enfin la seconde, la deuxième on va dire, j'y crois plus à la seconde, a écrit sur l'humain, a écrit sur les relations, a écrit sur les collabos, les gentils, les méchants, les riches, les pauvres, les relations, les interactions sociales entre les gens en période de tension extrême. Et avec Uranus, pour moi, La Traversée de Paris, c'est un peu la quintessence de la pensée de Marcel Aimé. Je ne parle pas de La Vouivre, de Passe-Muraille, La Jument Verte, etc., qui sont des œuvres magistrales et magnifiques, qui ont presque toujours connu des adaptations cinéma réussies. Si vous ne connaissez pas Marcel Aimé, je vous conseille d'aller découvrir ces livres maintenant, tout de suite. Vous voyez, vous verrez, c'est juste impensable de pouvoir espérer vivre sans avoir lu l'œuvre de Marcel Aimé. Voilà, une prose magnifique, et puis pas que ça. Voilà. Donc voilà, La Traversée de Paris, c'est un film de Claude Autant-Lara, que vous connaissez très certainement toutes et tous aussi, qui date de 1956, donc on est dans l'immédiate après-guerre, entre guillemets, on est peu de temps, j'ai noté les dates parce que je les oublie toujours, et c'est un film qui a durablement marqué son époque, comme beaucoup d'autres films, pas seulement d'Autant-Lara, mais des films de cette époque-là, qui reviennent sur cette époque de l'occupation, parce que là on est vraiment basé sur l'époque de l'occupation et de ce jeu de personnalité, de ces interactions sociales entre, une fois de plus, des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer, et c'est ce qui fait tout le sel d'une comédie en général. C'est filmé de façon très simple, c'est Autant-Lara, donc c'est filmé de façon pas naturaliste mais très simple, avec des intérieurs et des faux extérieurs très souvent. Il y avait autour de ce film une espèce d'aura un peu étrange quand j'étais enfant, et que nous le voyions dans les ciné-clubs de passage, parce que les anciens, faut voir que moi je suis né 25 ans après la fin de la guerre, donc les choses étaient encore très très présentes. Les anciens résistants, les anciens collabos avaient la quarantaine, on va dire, 45 ans. Et donc ils étaient très jeunes, et c'était très très présent encore. Et ce film avait du mal à passer chez certains, parce qu'il y avait eu entre-temps l'ascension de Gabin hors du cinéma, c'est-à-dire sa période de paysanne, etc., où il s'était fait retoquer par les paysans du coin, lui disant qu'il n'avait rien à faire ici, que c'était un bourgeois, etc., etc. Et là il se trouve que, une fois n'est pas coutume, il joue un fils de famille, il joue un peintre, Grand Gilles, un peintre comme ça, pas un peintre comme ça, voilà. Et il va se retrouver, je vous raconte vite fait, mais vous connaissez déjà le synopsis, comme on dit. Il va se retrouver confronté avec un trafiquant de marché noir, Marcel Martin, joué par Bourvil. Voilà, qui est aussi un des acteurs français qui m'a éveillé
à la comédie sans le savoir quand j'étais petit, même si j'avais une petite préférence pour son concurrent et son modèle, son maître de Marseille, et qui donc, Marcel Martin, donc joué par Bourvil, est un chauffeur de taxi au chômage, comme beaucoup de chauffeurs de taxi, qui vit de petites magouilles et qui fait du marché noir. Donc il porte des valises dans Paris, et il a l'habitude d'aller dans des bistrots pour récupérer des valises, récupérer aussi des acolytes pour aller faire son travail, pour faire son travail de noir marchand, on va dire, et il va rencontrer chose improbable s'il avait vécu dans d'autres périodes, ce peintre, fils de famille, bourgeois révolutionnaire et humaniste, Grand Gilles, donc joué par Gamain. Et enfin le troisième larron, qui n'était pas encore au top de sa carrière, hein, bien loin s'en faut, c'est Louis de Funès, sur lequel j'aurais beaucoup à dire, mais qui est aussi un acteur que j'aime énormément, que j'adore même, qui joue le fameux Jambier, qui est un épicier, qui découpe des cochons, et qui stocke des haricots dans sa grange au 45 rue Poliveau, pardon, comme dans toutes les bonnes comédies, l'assemblage de ces personnages qui n'ont rien à faire ensemble, pour moi, ça a donné une des... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça un world trip comedy, c'est-à-dire un voyage à pied, une comédie de voyage à pied. J'associe ça un peu au road trip américain, c'est-à-dire que lorsque vous suivez un couple, une personne, un couple ou un groupe à travers des péripéties mouvantes, dans une voiture, à pied, dans un bus, où que ce soit. Et là, en l'occurrence, c'est bien... alors, j'avais une anecdote à vous raconter, parce que je l'avais entendu quand j'étais enfant, ma grand-mère me l'a raconté très souvent. Le saviez-vous ? À l'origine, c'est Yves Montand qui devait jouer le rôle de Grand Gilles, qui avait été choisi par le directeur de casting, parce que pour lui, il collait plus au personnage que Gamain, qui n'avait pas pour lui les atours d'un peintre un peu de la haute. C'est Autant Lara et son scénariste, dont j'ai oublié le nom, qui est sur l'affiche, je crois, Jean Orange, voilà, qui ont refusé catégoriquement que Montand joue le rôle ou fasse quoi que ce soit dans leur film, tout simplement parce qu'à l'époque, Yves Montand était un fervent communiste, très très proche de l'URSS, grand maoïste devant l'éternel, et Autant Lara n'était pas vraiment communiste, bien au contraire, il a été déjà à cette époque-là violemment anticommuniste, et qu'il a refusé systématiquement et violemment que Montand mette un seul pied dans son film, ce qui a été fait. On y a gagné parce que même si j'aime beaucoup Yves Montand, effectivement, je vois aujourd'hui pas quelqu'un d'autre que Gabin tourné dans son film. Pour l'anecdote, savez-vous, chers amis, allez, je vais quand même vous le... Pour l'anecdote, savez-vous, chers amis, que Claude Autant Lara, dans les années 80, est devenu, comme son ami Alain Delon, très très ami avec un certain JMLP, fondateur d'un parti politique très très méchant, et que Claude Autant Lara a même été candidat pour le FN dans les années 80. Voilà, donc c'était une anecdote inutile, mais qui m'avait fait, quand j'ai repensé à ça, je dis ah mais c'est vrai qu'il avait fait ça aussi. Bon, on va pas retenir ça de lui, même si il a fait ce qu'il a voulu, hein, le garçon, mais voilà, c'était très intéressant de reparler un peu de cette période qui... justement, La Traversée de Paris, donc, qui sort en 50, est exactement le genre de film qui est à la croisée donc de la libération. Donc on continue à penser les plaies de la libération, mais aussi le sentiment un peu panique devant l'extension du bloc de l'Est. Et ça, c'est, je pense que l'arrière, les anecdotes de tournage sont plus en rapport avec la seconde chose. Et on en reparlera peut-être à la fin, voilà. Donc pour vous raconter vite fait, je vous ai dit
dit tout à l'heure que ces trois personnages qui n'ont strictement rien à faire ensemble, a priori, vont se rencontrer dans un bar, dans un bistrot, et ensuite récupérer un cochon découpé par le fameux jambier pour le ramener à un client quelque part contre une somme. Ça va bien entendu très mal se passer. Donner lieu à tout un tas de situations. C'est un comique de scénette, c'est-à-dire qu'on va se trimballer une fois partie du 45 rue Poliveau, où Grand-Gilles, le peintre, aura réussi en hurlant janvier 45 rue Poliveau, je veux 2000 francs, il aura ses 2000 balles. Et un jour, ils ont réussi leur coup, et ils vont partir, ils vont traverser Paris, le Paris occupé de 1944, le couvre-feu. Et donc là, se promener de situation en situation, de prostituées en barrage ou contrôle allemand, de bistrot bizarres, en bistrot de collabos, et tout un tas de scènes comme ça. Aller chez Grand-Gilles aussi, où il y a certaines scènes assez amusantes de ce choc entre deux mondes, entre ce monde bourgeois qui passe la vie qui passe l'occupation sans trop de problèmes, et qui est plutôt humaniste et qui est plutôt drôle, et qui voit tout ça d'un œil un peu amusé, et puis celui de Martin, donc joué par Bourvil, plus terre à terre, chômeur, qui doit nourrir sa femme, qui est une sacrée créature, on va dire. Et cette traversée de Paris va donner lieu justement à des rencontres et qui vont... je voulais vous montrer un extrait, voilà, je sais pas si je pourrais le passer pendant la rediff YouTube, mais en tout cas je voulais vous passer cet extrait-là. Juste pour le plaisir de remettre mes écouteurs, et aussi le plaisir de revoir cette scène que je trouve parfaite comme le film. Alors, toujours C'est 40 francs. On a le temps, quoi. Non, à cette heure-là, on devrait être fermé. Ouais, ceux-là, là. Ceux-là, ils partent quand ils veulent. On n'a plus le droit d'attendre des amis? Vos amis, je les connais. C'est eux qui vous attendent dehors. Mais c'est qui nous jetterait aux flics, ces braves gens-là, hein? Et après, Monsieur Paul, voulez-vous aider mon mari à mettre ses colis sur le trottoir? Allez, pas de bon Dieu! Ces machins-là, c'est pas fait pour les pauvres. Écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête. Honnête. Seulement t'emploies des juifs dans un établissement public, hein? Mais je n'en vois pas. Elle me rend service. Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Tu vois, on fait des lois, alors à quoi ça sert si on les respecte pas? Racaille, va. Ah ouais, laisse tomber, écoutez pas ce qu'il dit. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi, ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Et puis d'abord, vos noms, rage, situation de famille et tout. Allez, hop, déballez, hop. Couronne Alfred, né le 23 septembre 83 à Aubenas, Ardèche. Et Couronne Lucienne, né Grenaille, 49 ans, sans enfant. Employé à Louvain jusqu'en 1937. Condamnation, néant. Situation militaire... Suffit, j'en sais déjà de trop. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, là, du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre, à la Rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux. 3 mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun. 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister, hein? Mais je... Tais-toi! Tais-toi! Eh ben, allez, vas-y! Oui, mais... Allez, vas-y, mon joli! Vas-y, mon petit prince! Vas-y, bon Dieu, c'est ton droit! Tu vois bien qu'ils disent rien! Allez! Allez! Ben, là, tiens! Tu sais où ils vont, Martin? Ben, ils vont prévenir les flics! Oh, mais arrêtez, j'ai beaucoup mieux que ça pour vous, moi! Vous êtes 4 hommes avec des bras, nous on est que 2! Hé! Qu'est-ce que vous attendez pour foutre le camp avec nos valises? Hein? Allez, reniflez-moi ça, sentez-moi ça, ça sent bon. Vous qui mangez que du boudin à la sûre et buvez de l'eau du robinet. Vous avez à bouffer pour 3 semaines là-dedans. Eh ben, allez-y, quoi. Vous savez bien qu'on n'ira pas se plaindre. Eh ben, qu'est-ce que vous attendez? Hein? Alors, allez-y. Regardez, tiens, il bouge même plus.
Allez, on va s'arrêter là, sinon on va le regarder en entier. Oui, tout à fait, Guillemette, cette scène est magistrale, comme beaucoup de scènes dans ce film d'ailleurs. Je sais même plus quoi dire là-dessus. Mais j'ai une partie que j'aime beaucoup dans ce film aussi. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais quand ils rentrent, vers la fin du film, ils se font rafler tous les deux. Grand Gilles parvient à échapper à la patrouille allemande, et puis Martin, donc Bourvil, lui se fait embarquer. On pense qu'il va partir, qu'il va être déporté, qu'il va périr. Et à la fin du film, Grand Gilles Gabin va prendre le train. Et il y a un porteur à l'époque, moi j'ai connu ça quand j'étais petit aussi, il y avait des porteurs de valises dans les gares qui portent les valises des gens. Et il donne une pièce, je crois, enfin il confie sa valise à un porteur, et en voyant qui lui porte sa valise, il reconnaît Martin, qui a pas tellement évolué dans la vie, qui est toujours au service des autres et qui porte toujours des valises. Et la gare aura rien changé, les pauvres seront restés pauvres, les prolos seront restés prolos, et puis les lettrés, les artistes seront restés ce qu'ils étaient avant et pendant la guerre, sans avoir collaboré dans le cas de Grand Gilles, et je trouve la fin assez admirable. Voilà. Donc c'était La Traversée de Paris, c'était le 5e film de mon top 5. Voilà. J'espère que vous aimez ce film. J'espère que vous aurez l'occasion de le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et on va passer au 4e. Voilà, au 4e film, qui est pas un film récent non plus. C'est un film, La Grande Illusion, un film de Jean Renoir de 1937. J'ai hésité à le mettre en 4e ou en 5e, je savais pas trop. C'est un film que je vois régulièrement, non pas pour la prestation des uns et des autres, mais comme témoignage déjà du cinéma de Renoir, du réalisme poétique de Renoir que j'aime énormément. Alors c'est pas pour me la raconter, La Grande Illusion, et pas forcément un film très très cérébral, hein. C'est un peu une comédie aussi, il y a des passages très très drôles. D'ailleurs celui que je vous mettrai tout à l'heure est assez drôle. Mais il y a pour moi aussi la symbolique de beaucoup d'œuvres de ces années-là, c'est-à-dire un changement d'époque. Et vous verrez que dans le choix de mes films, ça parle beaucoup du changement d'époque, de la fin d'une ère ou d'une époque et du début d'une autre. Et puis là, en l'occurrence, la Grande Illusion, c'est la confrontation entre deux aristocrates, enfin la rencontre entre deux aristocrates, donc joué par Pierre Freinet, voilà, qui est certainement, après Gabin, mon deuxième acteur préféré au monde, qui joue le capitaine de Beaulieu, et qui est un aristocrate français, très élégant, avec la beauté indécente de Freinet à cet âge-là, et le commandant von Rauffenstein, qui est joué par Eric von Stroheim, que vous connaissez tous avec sa Minerve et son monocle, et qui sont tous les deux de la vieille aristocratie française et prussienne, et qui d'ennemis deviennent juste des frères de chute de cette aristocratie qui laisse place à la bourgeoisie marchande, comme ils disent, et aussi la confrontation entre les traditions. C'est un film assez comment dire, pas violent, mais qui porte un message contre les nationalismes. Il est fait en 37, faut voir qu'en 37, on est en plein dans la renaissance exacerbée même des nationalismes en Europe, en Allemagne notamment. Et il y a un côté très anti-nationaliste exacerbé, très patriotique, vous savez ce qu'on disait, le patriotisme c'est l'amour des siens, et le nationalisme c'est la haine des autres. Là on est vraiment dans cette optique-là. Alors ça a peut-être mal vieilli, moi je trouve que c'est un message que j'entends, que j'aime. Et on est aussi dans une œuvre
assez forte et assez délicate, subtile et forte contre l'antisémitisme rampant, puisque vous avez le lieutenant Rosenthal, qui est joué par l'excellent Marcel Dario, que j'aime beaucoup, qui a une espèce de classe discrète, là, en l'occurrence dans La Grande Illusion, avec sa petite moustache. Et je trouve cette confrontation entre plusieurs mondes, donc la fin de cette aristocratie qui sait très bien qu'elle va disparaître et qu'on va retrouver aussi dans un autre de mes films préférés. Et puis cette confrontation et cette rencontre plutôt de gens qui n'ont rien à faire ensemble, a priori. Ça me fait penser à cette chanson de Maurice Chevalier, vous savez, tout ça, ça fait d'excellents soldats. Eh bien, vous avez des gens d'horizons diverses qui se retrouvent dans ce camp de prisonniers. Alors, ce sont des soldats français qui se retrouvent dans ce camp de prisonniers en Allemagne, dans un château, et qui doivent vivre ensemble, cohabiter. Et c'est plus difficile pour le capitaine de Beaulieu, donc pour Pierre Freinet, de cohabiter avec les hommes de troupe dont il ne sait rien, que de discuter des heures durant avec le commandant von Raufoschen, qui est un aristocrate comme lui, et avec qui il a beaucoup plus à partager. Et je trouve que cette œuvre, c'est vraiment... Là, on est vraiment dans l'œuvre d'une autre époque, c'est-à-dire que le cinéma de Renoir, bon, vous savez de qui il est le descendant, et a ceci de pictural que l'on retrouve dans un style très différent, mais dans l'expressionnisme allemand, et pour moi, il y a des comparaisons avec l'œuvre de Murnau, même si graphiquement, ça n'a rien à voir, mais il y a énormément de tableaux filmés dans les films de Renoir, et il y a cette délicatesse de l'écriture des relations entre les humains. J'aime énormément ce film. Il y a des moments très très drôles, il y a des moments très tristes, des moments très touchants aussi. Et puis, allez, je vais vous en mettre un petit extrait. Lequel avais-je décidé de vous mettre Lequel avais-je décidé de vous mettre? Je ne sais plus. Non, je l'ai pas. Celui-là, il est rigolo. Ah, allez, celui-là, il est très très bien. Voilà. J'espère qu'il y aura pas de point. Je serais pas fâché de savoir ce qui se passe chez moi. T'as pas de nouvelles? Rien. Moi, je me fous de ce qu'a fait madame. Ce qui me pousse à me deviner, c'est que je m'embête trop. Trop, Caléro, Caléroussel, assez. En somme, tu veux t'évader pour te distraire. Voilà. Moi, c'est par esprit de contradiction. Depuis qu'on m'interdit de me battre, j'en brûle d'envie. Oh, moi, c'est pour faire comme tout le monde. Et puis, ça m'embête d'être ici pendant que les autres se font passer. Quelle classe. Bah, pour moi, la question ne se pose pas. À quoi sert un terrain de golf à jouer au golf, un camp de tennis à jouer au tennis? Un camp de prisonniers, ça sert à s'évader. Qu'est-ce que vous en pensez, Rosenthal, vous qui êtes un sportif? Lui? Ah, il est né à Jérusalem. Oh, pardon, à Vienne, capitale de l'Autriche. D'une mère danoise et d'un père polonais naturalisé français. Vieille noblesse bretonne, quoi. C'est possible, mais vous autres, vieux français de vieille souche, tous réunis, vous ne possédez pas 100 mètres carrés de votre pays. Eh ben, les Rosenthal ont trouvé le moyen en 35 ans de s'offrir 3 châteaux historiques avec chasse, étangs, terres arabes, vergers, clapiers, garennes, faisanderies, haras et 3 galeries d'authentiques ancêtres au grand complet. Ça, si vous croyez que ça ne vaut pas la peine de s'évader pour défendre tout ça... J'ai jamais envisagé la question du patriotisme sous cet angle, à vrai dire, assez particulier. Clapiers, faisanderies, garennes... Qu'est-ce que tu dois leur donner à bouffer comme gibier à tes larmins? Moi, j'ai été amené dans la bagarre d'une drôle de façon. Si je suis soldat, tenez-vous bien, c'est parce que je suis végétarien. Végétarien? Parfaitement. Mon frère et moi, on avait une maladie d'estomac. Le médecin nous a dit, si vous continuez de manger de la viande, vous êtes fichu. Moi, je suis devenu végétarien et j'ai guéri. Mon frère a continué de manger de la viande et il est devenu très malade. Et on l'a réformé. Alors, jugez par vos citations, être végétarien ne vous a pas empêché de faire votre devoir. Ça m'a surtout pas empêché d'être cocu. Quel bonheur. Mais quel bonheur. Voilà, La Grande Illusion, c'est pas que ça, c'est pas que cette scène-là, mais ça l'est aussi, et tout ce dont je vous ai parlé pendant peut-être trop longtemps, pardon, j'ai été bavard, on le retrouve aussi dans cette scène. Vous voyez les têtes de ces pauvres prisonniers qui regrettent leur vie d'avant, mais qui sont heureux d'être là, parce que ils savent pourquoi ils sont là, parce qu'ils veulent s'évader. Hein. J'adore la réplique du capitaine de Beaulieu, voilà, un camp de prisonniers, c'est fait pour s'évader, effectivement. Enfin bon, je pourrais encore en parler des heures. Je vous conseille
vivement, si vous l'avez pas encore vu, c'est possible. Je sais que c'est un film qui passe plus nulle part. Je sais même pas s'il est sur les plateformes, mais si vous le trouvez sur une plateforme, allez le voir. S'il faut dépenser 2,99€ ou je sais plus combien c'est pour le louer, louez-le, franchement ça vaut le coup. L'affiche est splendide, j'ai oublié de vous parler de l'affiche, je la trouve magnifique. Je la trouve vraiment magnifique. La grande illusion et cette poitrine de soldat prussien percée. 2 ans avant le début de la guerre. Enfin, tout est dans... Allez voir ce film. Vous voyez ce film, de toute façon. Je vais m'arrêter. Allez, voyez ce film. Parce que, pour l'époque, je pense qu'il y avait... rien de mieux, quoi. Allez, je vais lire un petit peu le clavardage, vite fait. Vous discutez, très bien. Écoutez, on va passer au 3e film. Un peu plus marrant, quand même. Ouais, allez. Eh oui, les amis. Oui. Le troisième film, le numéro 3 de mon top 5, c'est Le Tatoué. Ah, vous allez me dire, venant de toi, rien d'étonnant. Justement, ça fait pas partie des points pour lesquels j'aime ce film, même si j'apprécie énormément Modigliani et le tatouage dorsal en général. C'est juste que c'est un film, pour moi c'est un film bonbon, c'est un film qui m'accompagne, c'est un film que j'ai vu des centaines de fois en famille avec mon frère. Mon frère est aussi très fan de ce film. Je doute qu'il regarde ce live ce soir. Pour une fois, t'aurais pu le regarder, pour une fois que c'est un truc qui t'aurait intéressé. Mais c'est un des films que je porte... dans mon cœur, j'en connais quasiment les dialogues par cœur, les scènes par cœur. Je trouve que c'est l'archétype de la comédie réussie pour moi. C'est-à-dire que c'est une comédie fine, intelligente, bien écrite, bien réalisée. Après, c'est Denis de la Patelière, vous savez tout le bien que j'en pense, j'en ai déjà parlé à maintes reprises. La musique du Tatoué est une musique absolument parfaite. Phénoménal, les dialogues, rien que ça, rien que les dialogues de Pascal Jardin. Alors que je suis pas fan de son fils, mais Pascal Jardin, si il a fait des trucs bien. Allez, on va dire que Alexandre Jardin a fait des trucs pas mal. Mais les dialogues de Pascal Jardin sont absolument magiques. Et puis, pour moi, il y a cette nostalgie. Alors c'est un film de 68, donc je suis né peu de temps après. Et grosso modo, on va dire que la campagne n'avait pas énormément changé quand je suis né à l'époque du Tatoué. On y trouvait à peu près les mêmes commerces, les mêmes trombines, la même atmosphère générale, et puis les mêmes problématiques de ruralité et du reste. C'est un film qui s'est tourné pour partie dans ma région d'aujourd'hui, c'est-à-dire en Dordogne, ma région de naissance aussi. Ça a été tourné à Palluel. Le château d'ailleurs du comte de Montignac a été vendu il n'y a pas très longtemps avec un projet hôtelier ou de restauration. J'espère que ça va marcher. On a tous rêvé, nous les Périgourdins, fans de ce film, d'acquérir le château de Palluel. Je suis allé le voir plusieurs fois en bravant les interdictions parce que c'était une propriété privée, et c'est vrai qu'il tombait un peu. Mais la place du village aussi, dans laquelle il sort son revolver, il y a des endroits comme ça qui m'ont marqué. Et c'est un film c'est un film que je ne pouvais que mettre dans mon top 3. Je le mettrai pas dans les premiers pour diverses petites raisons, mais je pinaille. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on y retrouve Gabin qui joue Legrain, le comte Enguerrand de Montignac, ex-légionnaire, que vous voyez sonner du clairon derrière, et qui au sortir de la guerre s'est fait tatouer, de la première guerre bien sûr, s'est fait tatouer une femme dans le dos. Par Modigliani lui-même, dans un bar de Montparnasse où il régnait une atmosphère démente. Et puis un jour, il tombe sur un marchand d'art, Félicien Mézeray, joué par De Funès. Pour moi, c'est son meilleur rôle. Enfin, je trouve que c'est son meilleur. Est-ce que c'est parce que j'aime ce film que je trouve que c'est son meilleur rôle? Mais pour moi, c'est son meilleur rôle. Oui, on va dire que c'est son meilleur rôle. Qui est en roue libre, mais avec
avec le support à côté, le support comique, parce que pour moi Gabin c'est pas qu'un acteur dramatique beau, magnifique, touchant, puissant, c'est aussi une puissance comique assez phénoménale. On va en reparler très très vite. Je trouve que le duo fonctionne tellement bien que on parlait aujourd'hui, je ne sais plus avec qui, de la longueur des films, et on en a reparlé tout à l'heure pour certains films que certains trouvent trop longs. J'ai toujours l'impression, moi, que le Tatoué, il dure 20 minutes, voire 15. Voilà. Une fois de plus, hein, on parle de la fin d'une époque, on parle de la fin, des grandes familles nobles, notamment là, du Périgord, la famille de Montignac, alors qu'il n'a rien à voir avec le château de Montignac, hein, c'est pas du tout à côté. Et puis l'émergence des nouvelles classes, avec monsieur Mézeray, marchand d'art, avec des scènes épiques avec son épouse, dont j'ai encore oublié le nom, mais qui est absolument magique, avec Larsen et Smith, Monsieur Larsen, Monsieur Smith, qui sont des acheteurs d'art new-yorkais, qui achètent absolument tout et n'importe quoi, parce qu'on est dans une époque d'effervescence, une période d'effervescence totale pour l'art français. Et l'art occidental en général, et puis une fois de plus un comique de situation, mais pas seulement. On a l'écriture. Alors faut savoir qu'à la base c'était un roman d'Alphonse Boudard que j'aime beaucoup aussi, mais qui est très 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 bien amélioré par les dialogues de Pascal Jardin. Mention spéciale pour la Valkyr, c'est une Chenard et Valkyr, pardon, la Torpedo, la voiture de 1925 du comte de Montignac, qui voilà. Au volant, je ne bois pas. Je vous passe les détails des dialogues. On pourrait se les raconter des centaines de fois. Le génie comique de ces deux personnages est pour moi la clé de tout le film. Le film après tout, le film est bien ficelé quand même. Non, j'allais dire le film après tout importe peu. Non, le film est quand même très très bien ficelé. L'histoire est très bien ficelée. Il y a des scènes absolument magiques, comiques de situation qui sont absolument magiques et qui marchent très bien. Si vous ne l'avez pas vu, qui ne l'a pas vu, mais bon, on ne sait jamais. Je vous en supplie, allez-y. Et pour vous donner envie, on va regarder une petite scène quand même, parce que ce serait péché que de ne pas regarder. Et Dieu sait si je n'aime pas pécher. Hein, quand même. Je vous avais sélectionné une petite scène. Ah ben voilà, je l'ai plus maintenant. Allez, bon. Je vous avais sélectionné une petite scène et j'ai viré mes fiches. Bon, c'est pas grave, on va le faire à l'arrache, hein, comme d'habitude. On est sur ma chaîne Twitch, après tout. Et vous avez tué... Ah, c'est au coin. Oh, ok, d'accord. Allez, hop. Ah oui, ça devient n'importe quoi. Voilà. Ah, ben, un petit peu de pub. Ouais, un petit peu de pub, merci. Merci. Ça va pas être strike si jamais je laisse la vidéo. Eh non, jamais. Alors choisissez Ariel Ultra. Ouais, s'il vous plaît. Ou ne lavez pas vos fringues. Le résultat est impeccable. Ariel Ultra délessive toujours. Comme on disait dans Les Apprentis, vous faites quoi de votre linge sale? Je le porte. Oula. Hop là, on se calme. Allez. Monsieur Legras! Oh! Savourez, mes amis, savourez. Et avec tes complices! Non, on va vous expliquer! Eh ben moi aussi, nom de Dieu! Baïonnette au canon chargé! Ah non! Ah si! Ah si! Ah si! Vous laissez pas faire, vous! Oh, he must be kidding. Et les Anglais, en plus! Azincourt, Fachanda, l'ennemi héréditaire! Mais ce sont des Américains! Alors, House! Oh! Ils viennent de New York! Eh ben pour moi, c'est pareil. Mais non! Mais si! Si! Les Espagnols ont tué les Incas, ils ont trucidé les Indiens! Ah, ça, il a raison, hein! Ah, vous taisez-vous, je vous scalpe! Ah non! Si! Non! Si! Ça va dans la lune avec des ordinateurs et du Coca-Cola, mais ça bouffe du gigot à la confiture! Non! Mais si! Allez, rembarquez-moi vos trompettes de jazz, vos téléviseurs et vos pilules à dépeupler! Messieurs, Goro! Mais écoutez, monsieur Legras, il voulait simplement voir ce que vous aviez dans le dos. Mais je ne suis pour un musée national, bon Dieu! Mais si! Non! Si! Non! Si! Non! Mais comme je suis aimable, en souvenir de la faillite et de Pershing, je vais vous le montrer, mon dos. Regardez, vous allez voir. Ah, vous l'obsédez au coin. Non, là-bas. Et vous ne le regardez pas. Non, je vois pas. La visite est terminée, on ferme. Merci beaucoup. Il doit être de 1918. Monsieur, vous faites erreur. 14 juillet 1919, le soir du défilé de la Victoire. 11 km. Et on croyait que c'était la dernière. Vous connaissez Modigliani? Oui, il le connaissait très bien. Non, jeune homme, je ne connaissais personne.
Il était 2h du matin, je suis entré au Café du Dôme à Montparnasse, il régnait comme une démence. Alors il y a un type qui s'est approché de moi, il m'a dit « Je veux te tatouer une femme dans le dos. » Oui, monsieur, et je me suis couché sur le billard. Oui, monsieur, et ça n'est que 20 ans plus tard que j'ai appris que c'était Modigliani et que j'étais devenu un chef-d'œuvre. Ceci dit, ça n'avait aucune importance, car j'étais resté à la Légion et je continuais à me battre sous l'emblème apatride de la grenade à 7 flammes. Oh là là. Oui, mon... Voilà. Voilà, que voulez-vous que je vous dise de plus? Attendez, je vais... Hop. Stop. Je ne sais même pas quoi dire pour commenter les scènes, parce que pour moi ça se passe de commentaires. Voilà, c'était le numéro 3 de mon top 3, j'aurais pu le mettre ailleurs, mais voilà, numéro 3. C'est un film que je vais revoir de ce pas, non pas maintenant, mais ce week-end. Parce que ce week-end j'ai décidé de me refaire les 5 films de mon top 5, voilà. J'espère que vous aimez ce film. J'espère que ça va vous donner envie de le voir ou de le revoir. Ah oui, La Folle, 50 fois, ah oui, mais bien sûr. Et c'est... Voilà. Donc, allez-y. Allez-y sans crainte, je peux vous le garantir. Allez, on va passer au numéro 2 de mon top 5. Qui aurait pu être numéro 1. En fait, le numéro 2 et le numéro 1 sont interchangeables. On va dire que c'est peut-être une question de... Je ne sais pas. Allez, mon top 5, numéro 2. Ouais, vous auriez peut-être dû vous en douter. J'en parle souvent de ce film. Qu'est-ce que j'en parle de ce film? Très 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 souvent. Je suis heureux de voir que récemment, certains d'entre vous l'ont découvert. Je vais mettre un petit peu plus de lumière peut-être. C'est pas grave, sinon... certains d'entre vous l'ont découvert, l'ont vu pour la première fois, et je vous envie parce que j'imagine même pas le choc que ça doit être de découvrir un singe en hiver, parce que oui, c'est un singe en hiver. Pour moi, c'est certainement, avec mon numéro 1, le film parfait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une comédie, ce n'est pas qu'un film dramatique, ce n'est pas qu'un film historique, ce n'est pas qu'un film avec Gabin, ce n'est pas qu'un film avec Belmondo, ce n'est pas qu'un film de Verneuil, ce n'est pas qu'un film dialogué par Michel Audiard, ce n'est pas qu'un film basé sur un roman d'Antoine Blondin. Ce qui serait déjà proche de la perfection. C'est un film sur l'être humain en général. C'est un film sur le souvenir. C'est un film sur la douleur aussi. C'est un film sur les cicatrices de la vie. C'est un film sur... le mariage, c'est un film sur les addictions un peu, mais ça me semble débile de dire ça d'un singe en hiver, écrit par Blondin. Mais c'est surtout un film, c'est un film de nostalgie pour moi. D'une époque que j'ai pas connue, hein. Le film est de 1962, je l'ai dit, c'est un film d'Henri Verneuil, qui est basé sur un roman d'Antoine Blondin, grand prêtre de la Chopine. Faut savoir d'ailleurs que sur le film, les deux assistants réalisateurs, c'était Claude Pinoteau et Costa Gavras. Comme quoi, ils ont eu des petites carrières après, tous les deux. Il y aurait pu y avoir un film de Gavras aussi dedans, pas du fils, du papa. Et bien sûr, scénarisé et dialogué par Audiard, et ça se sent, ça s'entend, voilà. Parce que c'est un Audiard que j'aime, c'est-à-dire un Audiard qui ne sort pas tout son attirail, vous voyez. C'est un Audiard qui a l'arme nucléaire, voyez-vous, on sait qu'il l'a, donc on flippe, on est un peu sur le recul, comme ça on sait qu'il a une force de frappe absolument terrible, mais non, là il sort un petit calibre 38, vous voyez, un petit Smith & Wesson, comme ça, paf, et puis paf, il tire et il fait mouche à chaque fois, mais calmement. Vous voyez, il tire pas des grosses rafales, comme ça, il tire et puis il recharge tranquillement, et hop, là, il nettoie son barillet, et puis il retire encore une fois. Ce qui est très drôle pour un film, une comparaison armurière pour un film qui ne comporte pas de scène de shoot, voyez-vous. Mais voilà, ce film pour moi c'est un film qui parle de ce que l'on commence à se ressentir que lorsqu'on a eu un passé tel que celui de Gabin dans le film. Et oui, il y a Gabin dans le film, je ne sais pas si vous avez vu, il est sur l'affiche. Le quartier maître Quentin, Albert Quentin, le directeur de l'hôtel Stella, voilà, qui est un ancien des troupes coloniales d'Asie et qui a remonté le Yangtze-Kiang, hein.
Et puis, ancien alcoolique a décidé d'arrêter de boire un soir de bombardement pendant la guerre. La scène d'ouverture se passe pendant un grand bombardement. Ça se passe à Tigreville, voilà, en Normandie bien sûr, puisque ça se finit par ville. Le nom de la ville est charmant. Et le choix de Verneuil, de ce nom de ville, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas pourquoi. Il a tourné dans plein de villes différentes, bien entendu. L'hôtel, notamment, dans lequel ils vont pour boire. Et ça se passe à Tigreville et le quartier maître, enfin Albert Quentin, c'est pas tout de suite qui il est, tient cet hôtel avec sa femme, la merveilleuse Suzanne Flon, qui joue Suzanne Quentin, son épouse. Suzanne Flon qui est... on en reparlera dans certains des films que j'ai mis hors concours là, mais qui je trouve tient son rôle d'épouse de Suzanne. C'est Suzanne en fait, écoute ma Suzanne. Je vais vous mettre la scène après, parce que je trouve que c'est une scène absolument touchante. Je vais vous mettre 2 scènes d'ailleurs dans Saint-Jean d'hiver, ça mérite, et on verra pour le numéro 1 aussi peut-être. Et puis bien... il y a Belmondo, Gabriel Fouquet, qui est un jeune homme fougueux, un torero, qui ne taurait pas, ou peut-être, on ne sait pas d'ailleurs, qui va voir sa fille dans un pensionnat de jeune fille, qui est perdu, qui picole. Qu'est-ce qui picole ? Ça aussi, c'est un des films que j'aime beaucoup, on en parlera tout à l'heure. Mais, et puis qui se retrouve échoué dans cet hôtel Stella avec le vieux Quentin qui lui fait une assiette, et puis qui ne boit pas, parce qu'il ne boit plus. Et les 2 hommes vont se retrouver et puis vont s'entraider à retrouver leur véritable personnalité, leur véritable vie, leur véritable amour. Pour Albert Quentin, ce sera peut-être la dernière fois, très certainement même la dernière fois, qu'il retrouvera cette enfance, cette jeunesse, pardon, qui le fait tant rêver, parce que la nostalgie, c'est ça. On ne peut la connaître qu'à partir d'un certain âge, lorsqu'on est incapable ou qu'on ne peut plus faire ce que l'on a fait, ce que l'on aimait faire, et que l'on croit être ses meilleures années, qui ne le sont pas forcément. On est juste amoureux de la nostalgie parce qu'on était jeune et puis qu'on faisait autre chose de moins ennuyant que ce que l'on fait maintenant avec sa vie d'époux et de patron d'hôtel. On pourrait dire la même chose avec sa vie d'écrivain, youtubeur, et voilà, c'est comme ça. C'est un film dans lequel je me retrouve très souvent. Alors, on n'a pas besoin de s'identifier à un héros pour aimer un film, au contraire. Moi, je ne m'identifie pas tellement dans certains des films dont je vais vous parler tout à l'heure, mais là, il se trouve que Quentin, il me parle beaucoup. C'est un film que je revois moins ces derniers temps, parce qu'il me fait du mal, et il me fait beaucoup de bien en même temps. C'est le film d'un homme blessé qui a essayé de retrouver une rédemption à travers la vie de tout un chacun, et qui va rencontrer celui qu'il aurait pu être 30 ans plus tôt. Et le duo Belmondo-Gabin, qui a continué plus tard d'ailleurs, c'est la première fois qu'ils se rencontraient, le vieux et le jeune Belmondo, c'est au début de sa carrière. Et ils ont eu visiblement une relation d'amitié après ça. Ça ne m'étonne pas. C'est une succession. Excusez-moi, je sais que à chaque fois j'ai l'air d'un crétin quand je parle de ce film, parce que il est tellement parfait pour moi que... Et pour moi c'est une succession de choses, de masterclass, comme on dit. Allez, je vais vous mettre un extrait, comme ça j'ai le temps de boire un coup et de me remettre un peu. Je vais pas vous faire une Pierre Chabrier, surtout pour rien. J'avais choisi des scènes et je ne les ai plus. Ça m'énerve, ça. Vous voyez ce que vous me forcez à faire. Alors, c'est... Voilà. La musique est merveilleuse aussi, ce film. Tout de même, quand je pense, du Calva, avoue que c'est une trouvaille. C'est simple, t'aurais voulu le faire boire, tu t'y serais pas pris autrement. Si. J'aurais bu avec lui.
Albert, tu parlais pas sérieusement. Tu crois pas que tu ferais mieux de te coucher? Réponds-moi d'abord. Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle. Oh. Mais si t'as que des qualités, et physiquement t'es restée comme je pouvais l'espérer, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu. Tu te rends pas compte que ça vient? Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends que j'en redemande? L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, rien, c'est les idées d'un autre monde. Et puis ne parlons plus de ça, va. Parce que tu sais, si ça te manquait vraiment, si tu pensais trop, tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-verre. Un demi-verre. Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin. Ce serait l'ivresse. Aïe aïe aïe, voilà, excusez-moi, c'est toujours un film qui me fait le même effet. Je suis amoureux de ce film depuis très longtemps. La prestation, est-ce que j'ai besoin de vous parler de la prestation de Gabin? Non, je vais pas vous en parler parce qu'elle parle d'elle-même. Je vais vous mettre un deuxième extrait qui n'a rien à voir avec celui-là, qui est là, allez, juste pour le plaisir. C'est aussi ça, Saint-Jean-Dive. Allez, le galop, le divin chauve. La gloire des fusiliers marins d'Extrême-Orient. La Manolette, tu es à Linares par le taureau Islero. Et celui-là, je le bois à mon pote Gédéon, tombé dans le traquenard de Langson. À Roselito, le plus grand de tous. Vilain temps, messieurs. Si ça continue, vous allez vous saouler. Et quand on est en perme, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? Claire, elle devait me prendre à la sortie des arènes. Mais c'est de ta faute, si tu buvais plus vite, elle serait déjà là. Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Allez, on rentre à la caserne. Allez, Claire et moi t'avons invité. T'occupe la bleusaille, j'ai touché mon arriéré de solde alors, hein. T'en payes avec un billet de train? Tiens, je te donne l'aller et je garde le retour. Allez, fais-en autant. Tu peux pas? T'as pas confiance? J'ai pas de billet. Ah, bah alors là, t'as tort, faut toujours avoir un billet. Au cas, tu comprends, au cas. Si tu crois m'apprendre, passer ma vie à faire des allers-retours. Instable, on appelle ça. Bon, bah allez, on cause de trop, on se déshydrate, hein. Allez, viens. Bonsoir et bonne rentrée. Madame, j'ai été charmé. Positivement charmé. Voilà, je vais pas en dire plus. Allez voir ce film, voyez ce film, achetez-vous le DVD, il coûte pas cher. Et voyez-le quand ça va pas, et voyez-le quand ça va. Voilà, désolé, j'aime pas montrer mes fesses, mais chaque fois que je parle de ce film, je peux pas m'en empêcher. Allez, on va passer au numéro 1 de mon top 5. Bon, vous savez déjà ce que ça va être, mais j'aime bien faire durer un peu le suspense. On va passer au numéro 1. Ouais, il aurait pas pu faire autrement que d'être numéro 1. Et encore une fois, je ne sais pas. Allez, on fait pas durer le suspense, on est parti. Et ouais. Et oui. Les vieux de la vieille, je vous en parle à chaque fois que je vous parle de cinéma français. Je vous énerve très certainement avec ce film. Parce que j'en parle trop. Vous voyez, je voulais vous montrer une collection de photos originales, comment ça s'appelle, le portfolio qu'on vendait dans les cinémas, que mon frère m'avait offert. Il est dans les cartons, je ne l'ai pas sorti encore. Mais je voue un culte total à ce film. Parce que on me parlait, là je vous parlais du film parfait avec un singe en hiver, un peu ceci, un peu cela. Là on a aussi un film parfait. Alors je sais, je suis prisonnier d'un genre, vous me direz, ouais c'est pas faux. Je vous avais fait un vlog sur Gilles Grangier parce que j'aime Gilles Grangier et son cinéma. Donc là c'est un film de 1960, c'est l'apogée de Gilles Grangier, pour moi il a jamais été meilleur. Oui, on y retrouve les deux acteurs dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure pour La Grande Illusion, Gabin et Freinet, mais des années plus tard.
Il faut savoir qu'à l'époque, d'ailleurs, les trois que vous voyez, Jean Gabin, Pierre Freinet, Noël, sont censés avoir le même âge, c'est les conscrits de la même année, enfin, pas tout à fait, mais vous voyez le film, vous verrez pourquoi. Et il faut savoir que dedans, en fait, Gabin, il a que 56 ans, voilà. Alors qu'il paraît plus vieux que les autres. Les deux autres ont vraiment leur âge, 64, 65, je crois, Freinet et Noël. D'ailleurs, Freinet, c'est son dernier film, c'est la dernière fois qu'il a tourné, après il a pris sa retraite, voilà, à l'époque, les comédiens prenaient leur retraite, et c'était souvent une bonne chose, je crois que... Voilà, Gabin est beaucoup plus jeune que ce qui me paraît là-dedans, donc on a les trois compères, Gabin, Freinet, Noël. Faut savoir d'ailleurs que le générique d'ouverture, qui a une musique, les musiques des Vieux de la Vieille sont merveilleux. Voilà, c'est la musique d'entrée où vous avancez dans ce village et vous voyez Jean-Marie Péja, joué par Gabin, qui est un réparateur de bicyclettes. Voilà. Baptiste Talon, qui est joué par Freinet, qui est un ancien de la SNCF, qui rentre au pays par le bus. Vous connaissez tous cette scène. Bien sûr. Et puis Blaise Poulossière, quel nom de famille magnifique, qui est joué par Noël et qui est un éleveur de cochons à la retraite, qui se laisse manipuler, qui se laisse marcher sur les sabots par son fils, sa belle-fille, etc. Voilà. C'est un film extrêmement touchant. Alors c'est une comédie à hurler de rire, dialogué parodiard, bien sûr. Alors je vous parlais tout à l'heure de Marcel Aimé comme étant un de mes écrivains préférés français. Pagnol est à peu près au même niveau, Blondin aussi, mais là c'est tiré d'un roman de René Fallet. Voilà, René Fallet, vous le connaissez tous, j'en ai déjà parlé des tas et des tas de fois, La soupe aux choux, Le Beaujolais nouveau est arrivé, enfin vous connaissez. Là c'est à mon humble avis son meilleur roman. J'aurais pu mettre La soupe aux choux d'ailleurs, mais voilà, je l'aime moins que ce film-là, beaucoup moins d'ailleurs. Même si je trouve que c'est un film merveilleux à côté duquel beaucoup de gens sont passés, parce qu'ils ne retiennent que les flatulences cosmiques de la denrée, qui sont très drôles, mais enfin bon, peu importe. Dans Les Vieux de la Vieille, on parle aussi de ce changement d'époque, on parle de ce changement de génération, on parle de la fin d'une époque, on parle de ces vieux qui restent au village et puis qui veulent pas se faire bouffer par la modernité, qui veulent pas se faire bouffer par le progrès, comme l'appelle Fallet dans tous ses romans, et puis qui sont confrontés à leur fin de vie, c'est-à-dire, alors ils sont censés avoir la soixantaine, mais dans les années 60, on vivait peut-être un peu moins vieux qu'aujourd'hui, et ils pensent partir, enfin l'un d'entre eux, le dernier arrivé, pense partir à l'hospice, à la maison de retraite de Gouillette, qui est censé être un endroit dans lequel on sera comme dans un litre, c'est-à-dire un endroit dans lequel on est bien, on mange bien, on boit bien, on a ses copains, on joue à la pétanque, Gouillette, ça semble être le refuge moderne avec des draps de flanelle, le chauffage central et puis l'eau courante, l'eau chaude dans les douches. Et puis là encore, on va être sur ce que j'ai appelé tout à l'heure un walk road trip, c'est-à-dire un film de marche, un peu comme dans la traversée de Paris. On va suivre les retrouvailles de ces trois amis avec des scènes épiques dans le bistrot. Mais quand je dis épique, c'est... Ah là là. Ouais, le temple d'Angkor. Rien que ça, pour ceux qui l'ont vu, ça va vous parler. Je vais pas vous le réciter ce soir parce que vous avez l'habitude de me voir réciter des longues tirades. On en regardera des petits extraits après. Les trois compères vont marcher ensemble, traverser cette campagne du Bourbonnais. Ça se passe très certainement dans le Bourbonnais puisque c'est un roman de Fallet. Pour arriver à l'hospice, bien sûr, y trouver des bonnes sœurs revêches et repartir dans leur village et se calmer un petit peu. Voilà. Outre l'aspect absolument parfait de chaque minute de ce film, on a vraiment cette réflexion profonde de tous les acteurs différents, que ce soit de l'écrivain initial Fallet jusqu'aux acteurs et leur interprétation sur cette génération qui s'éteint, sur la scène du cimetière est assez émouvante d'ailleurs quand ils vont boire des coups sur les tombes de leurs copains qui sont morts à la guerre ou qui sont morts d'épuisement. On les voit travailler, on
on les voit se souvenir de leur guerre de 14. Si on avait su, on l'aurait perdu exprès. Quoi donc? La guerre de 14. Et je comprends à chaque fois que je le vois pourquoi c'est le film que je préfère, pourquoi c'est un film que je considère, moi, comme étant une comédie parfaite. Alors, oui, on va me dire, mais dans tous tes films, il y a Gabin. Ben ouais. Ben ouais, dans tous mes films, il y a Gabin, parce que le cinéma français classique de ces années-là que j'aime, il y a Gabin, et que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Gabin, c'est... ça reste mon acteur et mon comédien préféré, quoi qu'il ait pu faire. Dans tous les films qu'il ait pu faire, je me fiche, vous savez, de la vie privée des gens. Même si la sienne a été assez touchante, par moment, que c'était pas un demi-mec. Je vous rappelle qu'il s'est engagé alors qu'il aurait pu très bien se partir à l'étranger, aux États-Unis, et qu'il est parti faire la guerre, mais sur le terrain, pas dans les bureaux. Voilà, c'est un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration, le plus grand respect, la plus grande jalousie aussi. Il représente pour moi l'idéal masculin du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un beau jeune homme, c'est un bel homme, c'est un beau mec d'un certain âge, c'est un beau vieillard. Et il a eu tellement de rôles, il a réinventé tous ses rôles, et là dans ce film-là, il est juste parfait. Noël est juste parfait, mais comment ne pas l'être quand on a sa carrière, comment ne pas l'être quand on a son talent. Il joue aussi à contre-emploi. Et puis Pierre Freinet, comme je l'ai dit, qui est pour moi un des plus beaux et merveilleux acteurs de cette période-là. Enfin voilà, je vais arrêter de bêtifier sur ce film. Vous savez que c'est mon film préféré. On va se regarder un petit extrait, allez, puis après on va passer oui, non, il s'est pas arrêté en 70, 71, 72. Non, il y a des films modernes des années 80 après, dont je vais vous parler. On va se regarder un petit extrait ou deux, et puis ensuite on passera à la fin. Ah là 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 là. Allez, oh bah tiens, il est en haut, comme c'est bizarre. Pourquoi il m'a mis... C'est étrange, c'est étrange. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Oh non, c'est beaucoup trop long. Allez, bon, rien que ça, juste pour le plaisir. Hop là, allez. Et donc, les enfants, je suis pas venu ici pour le pioncer, moi. Allez, je vais faire un tour au bal, vous venez? Quoi? Mais tirez, non, c'est vieux Satan quand c'est tic tes corps presque en deuil. Si elle te voit de là-haut, la marée doit penser que t'es un beau saligon. Depuis que je suis dans la fin de mon deuil. Avec Cruel, Populon. je peux lui demander. Des fois, je m'en réveille encore la nuit et je pousse des cris. Madame, ils en sont tous là, les assassins. Quoi que tu dis ça? Oh, mais non point attention depuis qu'il a été séquestré, il n'a couché le cas à fond. Je disais que vu ton chagrin, ta place est guère au bal, tandis que moi qui parte demain à Gouillette, j'ai pas de raison de me priver. T'as raison, il y a un empêché cocu de valser. Allez, hop. Quoi? C'est toi qui vas parler de l'autre garce, hein? Je vais te faire avaler ta langue, sacré perruque. Pour ma petite malice, fallait bien aussi que te l'a osé m'accuser, hein? Il fallait grimper sur la guillotine, ce saloperie-là. Très beau, Joe, ça c'est trop fort. T'as fait jurer de rien répéter, crever les chognes. Tu sais que tu scotais un par jour, comme on dit. À quoi? Un par jour, tu sais pas ce que c'est. Moi je sais ce que c'est, et puis vous faites bien la paire, parce que toi aussi t'avais juré de point causé, hein? Et tu l'avais juré sur la tête de ce voyou-là. Oh, je suis une tête d'assassin, ça compte pas. Vieux singe, je te vais la coller dans le pif, moi, la tête d'assassin. Quoi? Et ça va-t-il pas bientôt finir, non? Silence, vous là-dedans. De quoi je me mets? On s'en une petite boule, nous, hein? Dis donc la Louise. Mais qu'est-ce que t'attends pour appeler le garde champêtre? Et avec eux, c'est pas un garde champêtre qu'il nous faudrait. C'est un escalon de CRS. Oh! Vous l'entendez qui savait, vieux gars? Crève bon Dieu de vous! Si on l'avait su qu'on nous causerait comme ça, on aurait fait exprès de la perdre! Et perdre quoi? La guerre de 14! Oui! Voilà. Allez. Je vais pas vous en mettre d'autres extraits. Je vous invite chaudement à aller voir ce film, à aller le revoir, à aller le revoir, à vous acheter le DVD qui ne coûte pas cher, je pense, et à le regarder à chaque fois que ça va bien et à chaque fois que ça va pas bien. Voilà. Quand ça va bien, ça va vous conforter dans votre ça va bien, et quand ça va pas bien, ça va vous remettre un petit coup de talon, Baptiste talon, et remonter à la surface. Voilà. Allez, je vais vous parler d'un peu des films mention spéciale. On va en parler vite fait. Je vais me remettre un peu. Oh non, je vois le clavardage ici. Ouais. L'un de mes arrière-grands-pères avait pour nom Henri de Verneuil. Quelle chance. Mais c'était pas le. Ah bah non, c'était pas. C'est bien dommage.
Est-ce que non, c'est pas Henri Verneuil. Enfin, j'ai connu, oui, c'est un nom que j'ai entendu quand j'étais au collège. Est-ce que c'était un copain de classe, un prof, je ne sais plus. Mais non, le cinéma ne s'arrête pas en 70. Non. Clint Eastwood continue à faire de bons films. Oui, il a 95 ans. Et alors non, mais voilà. Voilà mon top 5 de cœur et de raison. Pardon si j'ai beaucoup parlé sur ces films-là, mais je pourrais parler encore plus longtemps. On pourrait même faire un live sur chaque film. Allez les voir, vraiment, même si vous n'aimez pas les films en noir et blanc, si vous n'aimez pas les films un peu datés, allez les voir. Je vous garantis que vous en sortirez différents, meilleurs, j'imagine, meilleurs. Plus que ça iront meilleurs. Voilà. Et oui, j'aurais pu mettre La soupe aux choux, je vous l'ai dit, c'est un film que je trouve très touchant aussi, qui parle de bien d'autres choses que d'extraterrestres, et on en reparlera peut-être un jour. En mention spéciale, je voulais citer un film que j'aime énormément aussi, que j'ai vu des tas de fois, que je vais très certainement revoir ce week-end. Je vais tous me les refaire, tiens, c'est tout ce que j'ai. C'est Le bonheur est dans le pré d'Étienne Châtilliez, je sais pas si vous l'avez vu. J'aime les films de gladiateurs, non pas trop. Le bonheur est dans le pré, pour moi, c'est un peu, c'est la suite de tous ces films-là. C'est-à-dire que c'est un peu la fin d'une époque, c'est la nostalgie d'une période où l'on était jeune, et puis de la comédie pure aussi. Voilà, c'est un film qui est moins profond que cela. Châtilliez, j'aime beaucoup. Là, Le bonheur est dans le pré, pour moi, c'est une succession de répliques cultes. Je trouve que Serrault et Mitchell, c'est le duo parfait. Alors je vais pas dire c'est Gabin effréné, mais c'est le duo parfait. C'est quelque chose qui fait mouche à chaque fois. Voilà, je pense que vous l'avez tous vu. La musique est très chouette aussi. C'est un film que je vois et que je revois avec grand plaisir. Alors je crois qu'il doit être des années 90, je sais même plus de quand il date. Voilà, j'aurais pu le mettre dans mon top aussi, peut-être 6ème, je sais pas. Je peux citer Les Diaboliques aussi dans Georges Clouzot. Alors c'est dans un registre très différent, mais voyez les films de Clouzot, hein, c'est vraiment pas drôle là pour le coup, mais c'est magnifique. Les Diaboliques en premier, Buffet froid, et de manière générale un peu tout ce qu'a fait Bertrand Blier, mais Buffet froid plus particulièrement, avec le grand GG dans un de ses meilleurs rôles, avec Uranus bien sûr, normal. Oui, j'aurais pu vous parler des films de Claude Berry aussi, tiens, parce que Claude Berry, voilà encore un réalisateur merveilleux, Jean de Fleurette et Murin, enfin quasiment tout ce qu'a fait Claude Berry, ou peut-être même tout ce qu'a fait Claude Berry est exceptionnel. Mais Bertrand Blier, oui, Bertrand Blier, ça reste un de mes réalisateurs français préférés. Je ne crois pas avoir détesté quelque chose qu'il ait fait. Je crois avoir tout aimé et adoré quasiment tout. J'aurais pu vous citer aussi dans un registre très différent, quoique sur certains, Irréversible de Gaspard Noé, qui pour moi est un film admirable techniquement, émotionnellement, scénaristiquement, à tout point de vue. J'aime le malaise. Vous savez que pour moi, l'art n'est pas fait pour vous conforter, pour le cinéma encore moins. Le cinéma est là pour vous donner des émotions, et Gaspard Noé vous donne des émotions. Et à aucun moment le cinéma n'a dit qu'il fallait que les émotions soient positives. Je vous conseille d'aller voir Un chien andalou par exemple, vous verrez que c'est pas un film qui procure des émotions positives, et pourtant c'est très sympathique. 36 quai des Orfèvres aussi d'Olivier Marchal, avec beaucoup de choses qu'a fait Olivier Marchal. Parce que Marchal, on en pense ce qu'on veut, je sais qu'il n'est pas très bien vu dans certains milieux, moi je m'en fiche. Je trouve que 36 quai des Orfèvres, c'est un polar admirable, que Marchal a fait énormément de bons films, pas que, là pour le coup j'aime pas tout, Marchal il y a des trucs qui sont pas terribles, mais 36 quai des Orfèvres, c'est devenu un classique en fait. C'est un film qui a, je sais même plus de quelle année il est, vous voyez, il a 20 ans, 25 ans peut-être. C'est devenu un classique pour moi, et puis j'aime l'ambiance de commissariat, de tabac froid. Je vous l'ai dit bien, je vais recevoir un flic bientôt dans mon émission, on va parler ensemble de toutes ces choses là.
J'aime les flics et ils me le rendent bien visiblement. Mais voilà, 36 quai des Orfèvres, c'est un classique, c'est un polar classique pour moi. Et puis la caméra de Marshall, je la trouve belle, sale. Elle sent un peu le tabac froid, elle sent un peu la bière, elle sent un peu le manteau en cuir qui a vécu. Elle sent un peu le vieux flic et le vieux voyou et on sait jamais qui est qui. Enfin, moi j'aime Marshall. Bonsoir mon crâne. J'aurais pu vous parler aussi des Enfants du Marais de Jean Becker parce que Jean Becker, et j'aime beaucoup Jean Becker, c'est ma naturaliste, vraiment un cinéma que j'adore. Les Enfants du Marais, c'est un film touchant, un beau film, pareil sur une époque révolue, sur la fin de quelque chose. Jean-André Guédise, j'aime les films sur les périodes que j'ai pas connues. Si, j'ai connu ces périodes-là parce que ces gens qui sont dans Les Vieux de la Vieille, dans Les Enfants du Marais, dans tous ces films-là, je les ai connus. C'était les grands-pères qui vivaient dans mon village. Moi, j'ai grandi dans un village du Périgord de 600 habitants. Vous savez, quand j'étais petit, les voitures, c'était encore des voitures des années 50, 60. Le père de mes amis d'enfance m'a amené à l'école en 203 Peugeot, je sais pas si vous voyez ce que c'est. On prenait de l'essence dans le village et c'était une pompe à main, avec l'essence rouge qui montait dans un tube en verre. Et on mettait un petit tuyau flexible. Donc oui, j'ai connu cette époque-là, vous savez. Ça n'a pas beaucoup évolué, la campagne, entre les années 50, 60, 70. C'était à peu près la même chose. Et le mode de vie était le même. Quand on voit la façon dont vivent les trois vieux dans Les Vieux de la Vieille, le domestique de ma grand-mère, Jeff, il vivait de la même façon. Celui des voisins, les Mathieu, ils vivaient de la même façon, sur de la terre battue, dans un vieux plumard. C'est comme ça, on était dans une période charnière. Ça a vraiment changé dans les années 90 et encore pas partout. Donc oui, non, je sais pas vraiment, c'est pas de la nostalgie. Alors je commence à avoir de la nostalgie parce que je lâche un peu ma tête là, et que je me réfugie dans des périodes réconfortantes. Mais c'est plutôt l'attachement à quelque chose que j'ai pas envie de voir mourir, et que déjà à l'époque les vieux avaient pas envie de voir mourir, mais c'est un éternel recommencement. Voilà, donc Les Enfants du Marais aussi, je vous le recommande chaudement. C'est un film bonbon, c'est un film qui fait du bien. C'est un film qui vous réconforte si vous aimez les humains comme j'ai pu les aimer. Aujourd'hui, je suis tombé dans une forme de misanthropie chronique, mais j'ai pu aimer les humains beaucoup à un moment, et je continue à aimer ces humains-là. Ouais. Donc allez voir Les Enfants du Marais, allez voir les films de Jean Becker. Faut aller voir les films de Jean Becker. Voilà. Et j'aurais pu vous parler aussi de La vie de Jésus, de Hors Satan, de Maloute, de Jeannette, de Jeanne, de France, de l'Empire. Enfin, de tous les films de Bruno Dumont, parce que j'aime Bruno Dumont, vous le savez, c'est quelque chose qui me... Mais vous comprenez mieux pourquoi j'aime Bruno Dumont après avoir vu mon top 5, je pense. Moi, Bruno Dumont, c'est un grand cinéaste français, c'est un cinéaste français tellement sous-coté, mais tellement... Parce que pour moi, dans l'œuvre de Dumont, il y a tout ce que j'aime et ce que j'ai aimé dans le cinéma français. On pense qu'on veut du personnage, mais je trouve plutôt sympathique. Alors oui, il est très porté sur comment dire, la spiritualité, sur beaucoup de choses. On sait qu'il est pas tellement à gauche, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait, parce qu'il fait du bon cinéma, parce que l'Empire, on en parle juste après, tu vois. Et l'Empire, c'est pour moi, c'est le seul film que j'ai vu l'an dernier au cinéma, ou cette année, je ne sais plus quand il est sorti, parce que j'étais sûr que je ne trouverais pas d'humains dans la salle. Il y en avait 7, il en restait plus que 4 à la fin, c'est très bien. L'Empire, c'est le meilleur film que j'ai vu depuis longtemps, il m'a fait hurler de rire, et puis Journey, il est merveilleux. Et puis, allez voir la vidéo d'Antoine Goya là-dessus, qu'il a sorti il y a une semaine à peu près, elle est très, très intéressante, et très vraie, voilà. J'aimerais bien qu'il se taise sur X, mais j'aime toujours bien ces vidéos sur le cinéma. Et voilà, Dumont. Et puis pour finir, j'aurais pu vous parler du Juge et l'assassin, La vie et rien d'autre, Capitaine Conan, et tout le cinéma de Bertrand Tavernier, parce que Bertrand Tavernier, pour moi, c'est un amour de cinéma aussi. C'est le cinéma historique à la française, celui... Vous savez que les droits tardés là, nous reprochent toujours au cinéma de ne pas faire... Ah, si on pouvait faire des films comme aux États-Unis, ouais, mais non, parce qu'on n'en a pas besoin. En fait, on a des cinéastes qui font ça très très bien. On a Bruno Dumont qui a fait Jeannette et Jeanne,
Hein, voilà, donc ça c'est très bien. Et puis on a Tavernier, quoi. La vie et rien d'autre. Est-ce que vous avez déjà vu ce film, La vie et rien d'autre? Allez le voir. Allez le voir. C'est un film sur la fin. Ça se passe à la fin de la guerre de 14, et c'est une équipe qui enquête sur l'identification des soldats morts au combat. C'est merveilleux. C'est un film absolument merveilleux, et c'est un film historique, un vrai film historique avec des costumes et tout. Captain Conan aussi, c'est vraiment génial. Enfin, Le Juge et l'Assassin. Si vous aimez les films de tueurs, ben voilà un vrai film de tueurs. On n'a pas besoin d'aller voir on n'a pas besoin d'aller voir Hannibal 18 pour voir un film de tueurs. Et